Bienvenue à nos téléspectateurs sur notre chaîne TV Horizon. Le rendez-vous de l'histoire d'aujourd'hui sera consacré aux manifestations du 17 octobre 1961, où le jour où des milliers d'Algériens ont manifesté contre l'imposition d'un couvre-feu à Paris. Avec nous pour en parler aujourd'hui, M. Fatah Ayadi, réalisateur, scénariste, chercheur en histoire. Donc, bienvenue, M. Ayadi. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, pour commencer, donc nous allons faire un point de situation à la veille du 17 octobre 1961. Juste pour être dans le contexte, donc le 17 octobre 1961, c'est 7 ans après le début de la guerre de libération du 1er novembre 1954. C'est aussi 1 an après les grandes manifestations du 11 décembre 1960, où des milliers d'Algériens ont manifesté un peu partout dans le pays pour exiger l'indépendance et le soutien au GPRA. Et c'est presque 5 mois avant la signature des accords d'Évian. Pensez-vous que le crime commis par la colonisation française le 17 mai 1961 était, disons, un crime gratuit quelque part à partir du moment où l'indépendance de l'Algérie était déjà scellée et que des négociations se menaient entre le GPRA et le gouvernement français de l'époque? En effet, cet événement était beaucoup plus prémédité. Pourquoi? Parce que, en effet, les pourparlers franco-algériens ont débuté déjà en 1956, quand André Mandouze est allé voir Aben Ramadan et Ben Khadda, qui étaient emprisonnés à Serketchi. Ça, c'est déjà. On suivit plusieurs pourparlers, etc. Certains même en cachette. Je citerai la Yougoslavie, sous la houlette de l'époque de Tito. Et quand ils ont su qu'il y avait des pourparlers, en premier, il était déjà Premier ministre, et l'armée ne voulait pas de ces négociations et ils ont arrêté. Mais le 17 octobre, pourquoi je dis que c'est prémédité? Parce que les cars de police, des milliers de policiers, étaient déjà prêts. On les a vus. C'est-à-dire les témoins de l'époque ont vu déjà Et à l'appel, bien sûr, du FLN, et la manifestation du 17 octobre 61 a été largement suivie. Largement suivie. Les gens sont sortis, c'est-à-dire les Algériens, après bien sûr l'instauration du couvre-feu, un couvre-feu qu'on appelle le couvre-feu de faciès, et même des gens, des personnes ont été malmenées parce qu'ils avaient la tête d'arabe. Je pense qu'il y avait même un Colombien qui avait témoigné, le pauvre, qui a été tabassé. Absolument, absolument, absolument. Mais donc, cette préméditation, Papon, qui était sous-préfet, ou préfet plutôt de Constantine, fait monter des harkis en France, qui ont fait avec, sous la direction d'un capitaine qui s'appelle Montagnac, qui était là déjà avant le 17 octobre 61 et qui, à la Goutte d'Or, dans les hôtels, dans les caves d'hôtels, déjà massacrés. Allez, pour ne pas dire, parce que la torture, c'est aussi des massacres. Et quand les Algériens sont sortis, beau spectacle, manifestation pacifique. Les gens étaient très bien habillés. Et ils ont manifesté de premier. C'était même accompagné d'enfants, c'est-à-dire les femmes ont pris les enfants avec elles. Alors, ça, c'est le deuxième jour. C'est les femmes avec leurs enfants qui ont été manifestés devant les commissariats. Parce que même les enfants n'ont pas été épargnés par la répression. Oui. D'ailleurs, à titre d'exemple, j'ai fait un documentaire sur le 17 octobre 61 où une enfant de 14 ans
alors, qui s'appelle Fatima Bentar, a été jetée à la Seine. Elle n'a été retrouvée qu'un mois après par un éclusier. Et ça n'est ça fait pas très très longtemps que sa famille a fait le deuil parce que on l'a rapatriée en Algérie et enterrée chez elle à Tichy. Ça c'est. Mais pourquoi ce gâchis? C'est-à-dire c'est quoi? Ça veut dire que c'est un 17 octobre 1961, c'est-à-dire que tout était scellé, pratiquement scellé. Juste après, il y a eu les accords d'Évian, il y a eu la signature de... Et alors, on a tué, on a envoyé à la Seine. Alors, bien sûr, on a minimisé. On a dit, il n'y avait que... C'est un maintien de l'ordre. Une petite rébellion qui a été... Maté. Oui, 2 personnes, c'est pas vrai, il y a eu 2. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient leur balcon sur la Seine. Une vieille dame qui me disait, une dame française qui me disait, à cette époque-là, j'étais à ma fenêtre et je voyais des corps emportés par la Seine. Et ça, c'est un crime. C'est un crime. C'est pour cela que j'ai... Alors, non seulement un crime perpétré, mais occulté en plus. Jusqu'à récemment, pratiquement, jusqu'à ces dernières années. On n'en parle pas. Tout comme en Algérie, à peu près en même temps, c'est-à-dire à partir de 1956, où l'armée française, l'armée coloniale, utilisait des gaz interdits par les conventions de Genève, jusqu'en 1962. Et en plus, ça n'est pas simplement au vu et au su de tout le monde. Et les premiers responsables de la France coloniale étaient au courant. Mais ils n'ont pas arrêté ces massacres, jusqu'aux accords d'Évian. Mais peut-on parler, pardon, M. Fatah, il y a ce fait historique qui est important, c'est-à-dire que le FLN a porté la guerre chez le colonisateur. C'est du jamais vu. Ne pensez-vous pas que quelque part c'était une réaction rancunière d'un dernier massacre commis comme ça, c'est juste pour punir l'immigration algérienne qui a activement participé à la guerre de libération nationale? Alors, bien avant 1958, bien avant le 25 août 1958, quand Aban Ramdan a envoyé Omar Boudaoud, a envoyé Bouaziz pour prendre en charge les groupes de choc qui ont été déjà formés et qui sont revenus. Et les attentats les plus spectaculaires sont, un, faire un attentat en 1958 par Mohamed Ben Sadouk et abattre Ali Chikkel, un collaborateur de la France, c'est extraordinaire. Devant et à côté de qui? Du président français. Et beaucoup de pays ont salué ce geste, c'est-à-dire que la cause algérienne a pris un plus parce que les Algériens ont décidé, ils auraient pu donner ordre d'assassiner le président de la France. Ils ne l'ont pas fait. L'autre attentat qui est en plein Paris d'Étoile, c'est celui de Souster, avec Sherlock, avec Ourari, qu'on appelait le chef. Et c'est extraordinaire tout cela. Quand le FLN a décidé de porter la guerre en France, parce que, d'après ce que m'a raconté Omar Boudaoud, il m'a dit que quand on l'a envoyé, il faudrait que, avec cette instruction, il faudrait que les Français sachent qu'en Algérie, il y a du sang qui coule, il y a des forêts qui brûlent, et donc ils ont commencé, et là, l'attentat le plus. Comme pour le 1er novembre 1954, en France, la 7e wilaya a agi exactement de la même façon. Au même moment, à la même heure, partout en France, il y a eu des attaques. Et la plus spectaculaire était bien sûr l'attaque de Morpiane. Et pourquoi? Parce que c'était le gaz algérien, le pétrole et le gaz algérien de l'époque arrivaient là-bas, aux raffineries de Morpiane. Et ça, c'est...
Et ce qu'a fait le FLN, c'est un fait inédit. On n'a jamais vu, chez le colonisateur, voilà, ça n'a jamais été fait auparavant. Mais tout cela, si vous permettez, tout cela a une histoire. Nous allons vivre l'année prochaine la création de l'école nord-africaine. Alors, quand on parle de l'ENA, c'est-à-dire l'école nord-africaine, on parle beaucoup plus de Messali Haj. En fait, son véritable nom, c'est Ahmed Mesli, qui était ouvrier chez Renault. Mais il n'était pas seul. On oublie ces gens-là. Il faut leur rendre hommage parce que. Et il ne faut pas avoir peur de dire que les consciences et la prise de conscience politique de nos Algériens, de l'immigration, a débuté juste après la Première Guerre mondiale. Mais M. Ayadi, c'est clair, parce qu'auparavant, il y avait le code de l'indigénat qui interdisait aux Algériens toute forme d'organisation politique, syndicale. Bon, les Algériens n'avaient aucun droit, si je ne me trompe pas, entre 1800, le code de l'indigénat, je pense entre 1875 et 1946, les Algériens en Algérie n'avaient aucun droit. Aucun droit, c'était des sujets. Simplement des sous-hommes. Des sous-hommes. Et c'est à partir de là qu'en France, les Algériens qui se sont déplacés à l'époque de force en général, parce que ils ont participé à la Première Guerre mondiale, 1914-1918, mobilisés de force, je pense plus de 170 000 Algériens qui ont été mobilisés. Il y a eu 100 000 autres qui ont été pris pour travailler dans les mines de charbon parce que les soldats, c'est-à-dire les Français, étaient mobilisés au front. Donc, c'était une immigration qui a une histoire assez particulière. L'immigration algérienne en France a une histoire assez particulière. Alors, pour l'histoire, les Algériens, à la veille de la guerre de 14-18, étaient pas plus de 5 000 personnes. Quand, donc, ce que vous disiez à juste titre, c'était des hommes et tout, mais à la guerre comme à la guerre. On les a emmenés comme chez Rakano. Donc, il y en a 173 000. Ils ont mobilisé 173 000 personnes algériens. Vous avez parlé des 100 000. Il y a eu des milliers de morts aussi, je pense 26 ou 26 000. 26 000 ne sont jamais revenus, qui sont morts. Mais tous ceux qui... Donc, les consciences ont commencé parce qu'ils ont vu, etc. Et à partir de là, ceux qui sont restés, il y en a beaucoup qui sont restés en France, et le chiffre des immigrés a augmenté. Mais il y a aussi le fait qu'après, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, autant d'hommes algériens ont été, et notamment dans... Il y a eu une deuxième vague, de mobilisation. Et là, on arrive parce qu'il y avait la Société des Nations, et il y avait aussi ce fait que si on bat les nazis, c'est-à-dire d'une façon de parler de jeunes gens de l'époque, du PPA, MTLD et tout, qu'on allait nous donner l'indépendance. Alors que après, les Algériens ont compris. Oui, mais 1945, les massacres. L'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. Et voilà pourquoi il y a eu les premiers, j'allais dire politiques, la création de l'ENA, dont le centenaire sera l'année prochaine. L'année prochaine, juin 1926. Voilà. Et à partir de là, le mouvement national est né. Plusieurs partis, chacun avec ses idées, mais au départ, ce n'était pas simplement l'indépendance. Le seul parti qui demandait l'indépendance déjà, c'était le PPA, donc le Parti du peuple algérien. Quant aux autres, on connaît maintenant Modi Afradi lui-même, par rapport, et on se souvient des assimilationnistes, Indi Medjiyin, c'est-à-dire l'association des oulémas, le Parti communiste algérien, et le parti l'UDMA de Farhat Abbas. Mais après le 1er mai, ici à Alger,
après le 8 mai 1945, Après le massacre du 8 mai les 45. massacres, les partis ont changé de position. Et bien sûr, bon, on arrive à la création du CRUA. Bon, les salistes et centralistes, comme on les appelle, ont eu des difficultés. Et puis il y a eu, donc, à partir de 1950, la création du CRUA, qui est le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Ouais. Qui a donné naissance au 22, bien sûr. Voilà, au 22, 6, etc., 1954. C'est à partir de là où. Revenons à l'immigration. C'est ça. 54, déclenchement de la guerre de libération, sans Messali. Messali, plutôt en novembre 54, c'est le déclenchement. En novembre, juste après novembre, Messali crée le MNA. Juste. Parce qu'il crée le MNA et il réunit tous les messalistes d'Algérie et de France autour d'eux. Son objectif était de combattre la France et tout pour l'indépendance. Mais malheureusement, avec le FLN, malheureusement pour Messali, le Zaïm, alors qu'il fallait unifier les Algériens autour. C'était pour l'unification. D'ailleurs, le travail de Abben Ramdan, du CCE, etc., c'est de rallier tous les partis, mais pas les partis, mais les individus à titre personnel. Et c'est comme ça que Farhat Abbas a rejoint en 1955, les Oulémas en 1956, le PCA aussi en 1956. C'est-à-dire, dissous déjà en 1937, etc. Après, il renaît sous le sigle du MTLD. Et la révolution algérienne, moi je le dis, est l'une des plus belles révolutions. Où est-ce que vous avez entendu, ou lu, ou vu qu'un peuple colonisé porte la guerre chez le colonisateur? Ça, c'est le point le plus disons, impressionnant. Absolument. Durant la guerre de libération nationale. Donc, pour revenir, puisque le 17 octobre 1961, après l'indépendance, est devenu la journée nationale de l'immigration, c'est un hommage à notre communauté qui a de tout le temps participé, été présente dans les différentes luttes nationales, y compris après l'indépendance. Donc, on peut dire que la conscience nationale et le mouvement national a été pratiquement insufflé, soutenu par notre communauté depuis le début, c'est-à-dire depuis au moins 1926, où le militantisme pour l'indépendance du pays a pris de l'ampleur. Oui, tout à fait. En plus, il faut dire que la Fédération de France du FLN, qui a fait un excellent travail, ce qu'ils appellent eux le quadrillage de toute la population immigrée de l'époque, qui cotisait. Et comme on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc le rapport a été d'une très très grande importance. Sans oublier les réseaux de soutien, réseau Johnson, le Front du Nord. C'est des organisations à qui on doit rendre hommage parce qu'ils ont été d'un soutien, c'est-à-dire important. Mais c'est venu petit à petit. Petit à petit. Non, mais construire de tels réseaux de soutien chez les Européens, c'est déjà un acte, disons, audacieux. Juste une petite anecdote. J'ai été, je crois que je suis, je le dis comme ça, sympathiquement, le seul à avoir filmé Francis Janson. Oui, je me souviens. Et pratiquement à la fin de sa vie. Et il m'avait dédicacé un de ses livres en m'écrivant, par exemple, en m'écrivant la chose suivante. À mon frère Ali Ayadi, qui m'a si gentiment torturé. Parce qu'il faisait 10 heures d'oxygénation par jour. Et il a accepté de me recevoir et j'ai 3 heures d'entretien avec lui. Sur tout son passage, depuis les années 40, en Algérie, etc.,
jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'indépendance, et bien après, avec ce soutien à l'Algérie. Et lui, il dit, je lui pose une question, par exemple, ça c'est pour rendre hommage aussi à tous ceux qui ont soutenu, et j'en ai fait un documentaire aussi, c'est juste qui ont choisi l'Algérie. Parce que la justesse de la cause algérienne a fait que apporter à la cause des sympathies. Et je lui ai dit, mais on vous avait pris pour des traîtres, vous qui avez défendu. Et du côté français. Alors qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oui, d'un côté j'ai été traître à la France coloniale, et non pas à la France que tout le monde connaît, des droits de l'homme, etc. Et ça, c'est important que nos jeunes sachent quels étaient leurs amis, les amis de leur pays, et quels étaient les ennemis de ce pays. Bon, juste pour actualiser le débat, mais cette communauté qui aujourd'hui est attaquée d'une façon virulente par l'extrême droite française, en lui imputant l'ensemble des maux de la France. Donc, disons que l'histoire dit le contraire, c'est-à-dire les Algériens qui étaient sous la colonisation, ce sont la France coloniale qui les ont pris de force en France pour défendre les intérêts de la puissance coloniale et non pas le contraire. Mais ça, je pense que c'est de la rancune et des regrets d'avoir perdu l'Algérie. Et tous ces gens-là qui s'expriment aujourd'hui, et notamment les gens d'extrême droite, c'est les plus virulents par rapport à l'Algérie, c'est parce que tous ont eu un rapport avec l'Algérie. C'est-à-dire, vous prenez Rotaillot, par exemple, qui n'est plus aujourd'hui, qui n'est plus dans le ministre de l'Intérieur. Son père était un gars de l'OAS. Zemmour, c'est qui? Zemmour, c'est il ne parle jamais de ses oncles, les frères Zemmour, qui sont de Sétif. Et lui, qui est-il pour parler de l'Algérie de cette façon-là? Parce qu'ils apportent, c'est-à-dire que... sans parler de Le Pen, qui dans l'histoire, c'est connu comme étant parachutiste, tortionnaire. Le témoignage du jeune gars qui a caché le poignard, ça c'est extraordinaire. Un très bon témoignage. Le témoignage de Louisette Hiril et tout cela a un rapport direct avec ceux qui parlent aujourd'hui. C'est leur descendant. C'est notre descendant. Ça a un lien avec l'histoire. Et pour terminer, donc, Monsieur Ayadi, vous êtes réalisateur, scénariste de films, surtout de films documentaires sur l'histoire de l'Algérie. Bon, en réalité, l'histoire doit être écrite et doit être filmée. C'est-à-dire, il y a un grand travail à faire dans ce sens-là. Qu'en pensez-vous actuellement? Est-ce que réellement nous avons fait le nécessaire pour que cette histoire, la nôtre bien sûr, soit vraiment archivée et filmée, surtout? Cette question est très intéressante. Pourquoi? Parce que nous avons eu 3 phases, si vous voulez. À un certain moment, au lendemain de l'indépendance, on a commencé à faire pas beaucoup, hein, j'estime, on n'en fait pas assez. Mais il y a eu quelques... Mais de la façon dont ça a été travaillé, à un certain moment, le public ou les téléspectateurs, parce qu'il n'y avait qu'une seule télé, il y avait dans le cinéma. Donc tout vers la révolution algérienne, mais j'estime que ça n'est pas ça. Pourquoi ça n'est pas ça? Ça n'est pas ça parce que toujours ce slogan, un seul héros, le peuple. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité à nos enfants? Les enfants, nos jeunes, etc., n'ont pas adhéré à ce genre de film. Maintenant qu'il y a plus de liberté, quand on parle, par exemple, à titre d'exemple, qui connaissait Zulekha Oudeh? Oui. Première femme
Shahida, chef militant dans la région de Tchelchel. dans Tchelchel. Mais dans tous les pays, les histoires, comme chez nous aussi, la révolution algérienne est partie à partir de quelques hommes. Et c'est comme ça. Le cinéma, c'est quelque chose de... il faut qu'il soit distrait. Je parle du cinéma fiction. Quant aux documentaires, qui sont les plus difficiles. C'est des témoignages, voilà. C'est des archives, c'est des acteurs, c'est des vérifications de faits, c'est un travail. Il faut montrer à nos jeunes pour qu'ils adhèrent. Il faudrait qu'ils adhèrent, qu'ils aiment leur pays quand on a des racines. Si on n'a pas des racines, on peut pas. On va s'identifier à qui? On s'identifie à qui? Donc, il n'y a pas le héros chez nous. Ça peut pas être tout un peuple. Le peuple s'est levé dans les manifestations, c'est vrai. C'est le soutien. La grève de 8 jours a triomphé, bien qu'il y a eu beaucoup d'arrêtés, beaucoup de disparus et tout. Elle a permis au FLN de se faire reconnaître mondialement. Et le 11 décembre 60, c'est carrément la rupture avec la colonisation définitive. Il y a eu décembre 60, c'est l'adhésion du peuple algérien au GPR. Parce que De Gaulle, à l'époque, a essayé ce qu'on a appelé la partition de l'Algérie, c'est-à-dire diviser cette Algérie. Le nord, le sud. Voilà, la côte, ceci. Donc, ça n'est pas ça. L'Algérie est un pays qui s'est levé contre la colonisation. Et la colonisation en général, cette colonisation qui a été une colonisation de peuplement avec le Vietnam, deux pays c'est-à-dire dans le monde, où les colonisateurs ont voulu en faire une colonisation de peuplement. Donc moi je dis qu'il faut tout le temps... Même au Vietnam, ils n'étaient pas nombreux. Je pense quelque chose comme 50 000 colons. Par rapport à 1 million en Algérie, c'était différent. C'était vraiment différent. Mais la lutte, elle était aussi intense, bien sûr. Le Vietnam, c'est connu que c'était une lutte intense. C'est pour cela qu'il faut faire encore plus. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Et bon, moi maintenant, je ne fais pas encore plein des documentaires, mais je suis revenu au livre. Et le livre, là, à un moment donné, à travers tous les documentaires, c'est l'histoire de l'Algérie. Je l'ai appelé du cinéma documentaire au livre. Et la colonisation française en Algérie de 1830 à 1960. Eh ben, on va attendre pour le voir dans les librairies, bien sûr, et avec impatience. Merci, Monsieur Fatah Ayadé, de votre présence et de l'ensemble des éclairages que vous nous avez donnés aujourd'hui. Et à bientôt, chers téléspectateurs.